Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Alors aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque ça fait 1 an que cette émission a été lancée dans le paysage audiovisuel français. Et pour cette occasion, eh bien, on vous a préparé au départ d'abord un grand zapping. Alors ce sera les temps forts évidemment des discussions qui ont eu lieu autour de ce plateau, mais aussi par Skype. Et puis ça permettra de voir à quel point la tech, le numérique irrigue l'ensemble des sujets importants à traiter aujourd'hui et qui touchent la société et l'économie. Et puis au cœur de cette émission, j'ai réinvité les mêmes personnes que le 16 juin 2020. Ils étaient là 1 an, pile, jour pour jour. Vous avez déjà en plateau Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, et Benoît Grossman, président de France Digital et managing partner chez Eurazeo. Et puis on aura évidemment les autres invités qui seront avec nous par Skype. On reprendra le cours de l'histoire avec eux, les grands sujets, les polémiques qui ont démarré il y a 1 an. Et bien on va voir ce qu'il s'est passé depuis. Et puis Cécilia va revenir elle aussi avec du recul sur une innovation qu'on vous avait présentée dans Smart Tech. Et enfin, on conclura avec une vidéo surprise. Alors là, ce sont l'ensemble des experts spécialistes qui me suivent depuis le début de l'aventure, qui sont très fidèles et qui ont préparé une vidéo surprise. Surprise pour vous et pour moi aussi. Mais tout de suite, donc place à notre zapping. 1 an de Smart Tech, ça fait énormément de sujets. Et vous allez voir, la palette est évidemment très large. On a eu des grandes interviews, bien sûr, avec Xavier Niel qui a ouvert le bal, mais aussi Claudie Aigneret, Cédric Villani. On a eu des débats également en plateau sur le cloud autour de Gaia X, la souveraineté numérique, la protection des données personnelles, le cybercrime, la régulation des réseaux sociaux. On a pu juger aussi de tendances avec l'arrivée de smartphones pliables ou encore la folie autour des NFT. On a même parlé politique avec Dominique Régnier, Pascal Boniface. On a parlé hydrogène avec le ministre des Transports en plateau et aussi des outils de lutte contre la violence faite aux femmes. Et puis on a fait des découvertes, bien évidemment, avec des robots. On était dans les labos de recherche et des découvertes sur la conquête spatiale. Alors, on n'a pas pu tout résumer, je n'ai pas pu tout mettre dans ce zapping. Désolée pour les absents, mais c'est à découvrir tout de suite. Sans nous, les GAFAM n'existent pas. Donc on est la seule brique nécessaire des GAFAM, c'est les opérateurs télécoms. Moi j'ai envie de poser une question aujourd'hui à notre administration, et en particulier au président de la République. Comment peut-on préférer aux innovations made in France des technologies étrangères ? Oui, non, mais nous aussi on a l'ambition, nous aussi on veut créer des géants, mais au moment où il faut faire le chèque, ah ben là, il n'y a plus personne. Il y aura un avant et après Covid. Le monde entier a basculé dans les techs. Et donc on est allé voir des experts de l'éducation, des experts du jeu vidéo, pour leur demander, pour leur dire on a envie de faire ça, pourquoi ça n'avait pas été fait avant ? Est-ce que c'est possible ? Donc ils nous ont répondu sur pourquoi ça n'a pas été fait avant, je ne sais pas. Tous les experts, je ne sais pas. Et est-ce que c'est possible ? Oui, ça nous semble possible, en tout cas l'idée est attirante. Et on a fait un premier test rapide. Et effectivement, sur notre premier test, ça a marché d'une façon qui a dépassé nos espérances. Donc on s'est dit, on y va, on fonce. Comment nous avons des intuitions et comment elles nous servent. Et en rien, la machine n'en a. Elle n'a aucune intuition, elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune émotion. J'ai eu des choses absolument stupéfiantes en face de moi. Des gens prêts à mettre beaucoup d'argent sur des choses, mais tellement vaporeuses qu'on savait rien qu'à la première lecture que ça n'allait se planter. Et comme le dit Jean-Baptiste, il n'en reste rien puisqu'il n'y a pas de technologie derrière. Une entreprise qui se crache et qui a de la techno à revendre, il reste quelque chose. Il peut rester une équipe, il peut rester du code, il peut rester des technologies. Une équipe qui vend du canigou sur Internet, jeanpet.com, excusez-moi, mais il n'y a rien du tout. Ce qui me plaisait, je pense, c'est que j'ai l'impression d'être utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des hôpitaux m'ont appelé pour me dire qu'ils utilisent Covid Tracker ou Vaccin Tracker en cellule de crise. Il y a une réaction des États contre l'omnipotence des empires digitaux. TikTok qu'on évoquait, c'est une application extraordinaire. Si vous parlez à un jeune de 10-15 ans, si vous avez des enfants, c'est leur nouveau mode de langage. C'est cette vidéo court format d'entre 30 secondes et 1 minute et demie. La Chine l'a inventée et M. Trump l'interdit avec ses avocats. Demandez à un 10-15 ans qui est la dictature. Le sujet de la diversité est un sujet qui tient à cœur à l'Agence spatiale européenne. Alors Supercam, il a
pour rôle, et vous l'avez bien défini, de choisir d'abord les échantillons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouvelles technologies, on a des barrières à l'entrée, tout ça coûte beaucoup plus cher, et pour rendre le prix accessible aux usagers, il faut massifier la production, il faut développer les infrastructures, ça a été le propos sur les bornes de recharge à hydrogène. En lançant un appel à renforcer la sécurité et la confiance dans le cyberespace, dans l'espace numérique. Eh bien, c'est un appel, c'est une déclaration politique qu'il faut maintenant rendre opératoire, avec du droit, avec des forces de l'ordre et avec derrière, bien entendu, un espace judiciaire qui soit capable de réprimer cette criminalité. Est vraiment un robot dont on a rêvé dans la science-fiction et qui existe aujourd'hui. Donc si je me tourne vers lui, il va tourner sa tête pour me regarder. Il va interagir avec moi. Et puis, il y avait un codec tactile. Alors ça, c'était avant le Covid, où effectivement, on avait des enfants ou des personnes âgées qui aimaient bien le prendre dans leur bras, le toucher. Voilà. Aujourd'hui, la forme humanoïde, elle nous rappelle effectivement une interaction très différente du simple écran. Wikipédia, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de délier tout de suite des sujets qui peuvent parfois paraître un petit peu complexes. Victime ou actrice du télétravail, je vais regarder tout ce qui se fait autour de l'évolution du travail à distance, des plateformes de visio, il va probablement y avoir beaucoup de choses là-dessus. Et puis un focus particulier, ça c'est ma nouvelle marotte, c'est mon nouveau dada, c'est tout ce qui est la transformation du travail, l'avenir de l'éducation et de la formation. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont être... C'est pas juste un passage avec des nouveaux outils numériques. Vous pensez que c'est une transformation plus profonde aujourd'hui ? Oui, bien sûr. On estime que le marché du cloud en 2021 sera de 305 milliards. Le NFT, en fait, c'est la représentation digitale, on va dire, unique et indivisible d'un actif qui peut être soit réel, typiquement un objet, une peinture, une statue, une œuvre d'art, ou d'un actif qui est digital. Vous dites que la souveraineté, c'est pas une question de protectionnisme. Non, je défends ça. D'ailleurs, souveraineté, à ma connaissance, c'est pas, quand on prend la définition dans les dictionnaires, ça n'est pas lié à la nationalité. Donc non, c'est pas du protectionnisme. Pour moi, la souveraineté, quand vous pouvez vous êtes un État souverain, quand vous êtes une entreprise souveraine, quand vous êtes quelqu'un qui est la souveraineté, c'est que vous avez la capacité de décider. Donc ça veut dire que vous avez la liberté de choix. Quand vous n'avez plus de souveraineté, c'est que vous ne pouvez plus choisir. Vous êtes contraint. Et donc, ce que je défends aujourd'hui dans le code souverain, en tout cas que j'appelle plutôt de code de confiance, c'est d'abord qu'il y ait des alternatives et qu'on ne se résigne pas au fait qu'il y ait, comme dans d'autres industries, qu'un ou deux acteurs qui décident de tout. Donc Twitter a sauvé la vie. Et je remercie chaque personne qui a tweeté et les médias. Ils m'ont sauvé la vie. 27% de femmes ingénieures dans le monde, ça pose quand même un peu des questions. De ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit l'écran s'enrouler à l'intérieur. C'est ça. Cette mission sur l'intelligence artificielle, c'était un peu la suite naturelle par rapport à mon profil et dans un contexte où les questions mathématiques et algorithmiques se sont invitées dans les enjeux de géopolitique plus forts que jamais. Ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est qu'il y a le même genre de technologie en fait dans les courriels que nous recevons tous les jours, courriels envoyés par des sociétés. Alors bien entendu, ça ne concerne pas les courriels que nous envoyons, je dirais, de personne à personne. L'invalidation du Privacy Shield a entraîné effectivement un grand bouleversement. Et cette question qu'on se pose aujourd'hui résulte évidemment du RGPD, mais aussi de cette invalidation. Mais il ne faut pas que le politique bascule dans le divertissement plutôt que d'amener à un moment donné une nouvelle génération dans la conscience et la préoccupation pour les affaires publiques. On pratique très peu d'IRM sur les animaux aujourd'hui en France. On a simplement... parce qu'on n'a pas adapté encore la technologie humaine aux IRM pour les animaux. J'ai également retrouvé des extraits de vous dans le 5e élément de Luc Besson et je ne comprends pas pourquoi Mila Jovovich a eu le rôle à votre place. Yes. Et dernier scoop, rappelons qu'avant de faire la télévision, Stéphane Soumier, le fondateur de Bismarck, a joué dans plusieurs films d'action et qu'il faisait la doublure de Sylvester Stallone.
Un grand merci donc à tous ces experts, tous ces spécialistes qui sont venus dans Smartech partager avec une grande générosité leur expertise, nous parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils savent. Et puis un grand bravo aussi à Valentin Augier qui a travaillé sur ce zapping à la prod jusqu'au dernier moment. Il a beaucoup travaillé dessus. Allez, c'est parti pour notre talk. On revient sur les histoires, les affaires, les polémiques et l'actualité qu'on avait traitée il y a un an pour voir ce qu'il s'est passé depuis. Ils étaient là il y a un an dans Smartech au moment de la naissance de cette émission et je les remercie de leur confiance. Les sujets que nous avions abordés ensemble étaient principalement autour de la confiance. Alors la confiance sur l'hébergement de nos données de santé, la confiance aussi dans la santé des entreprises tech françaises et puis la confiance dans la nature avec ces technologies, l'émergence de technologies bio-inspirées. 3 sujets donc, qui sont incarnés par les mêmes personnes aujourd'hui, un an après. On va voir ce qu'il s'est passé dans ces domaines. Est-ce qu'on a avancé, stagné, reculé? Ils sont donc revenus pour témoigner. Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud et Benoît Grossman, président de France Digital, managing partner chez Euraseo. Et nous avons également en visio Sébastien Maillot-Bibé qui est partenaire chez Verton et Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie, passe chez. Alors, on va tout de suite commencer ensemble, Michel Paulin. On vous a vu d'ailleurs dans le zapping nous donner votre définition de la souveraineté numérique. Mais quand on a démarré l'émission ensemble, c'était à propos d'une polémique sur le hub de données de santé. L'hébergement avait été confié, on venait de l'apprendre, ou à peu près, un Américain, en l'occurrence Microsoft. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sur ce Health Data Hub? Ça a quand même bougé. Oui, il y a des choses qui ont bougé, mais je pense que ça mérite plus qu'une polémique, ces sujets-là. On voit bien aujourd'hui qu'il y a eu, vous parlez d'un peu de retour en arrière sur un an, une prise de conscience par beaucoup de personnes, économiques mais aussi politiques, comme quoi le cloud et la donnée, ce n'était pas quelque chose qui était accessoire au monde digital et au monde du numérique. Au contraire, c'est au cœur. Je pense qu'il y a la prise de conscience que celui qui maîtrise d'une certaine façon les infrastructures de cloud et qui contrôle une partie des données, a un pouvoir sur l'ensemble de l'écosystème digital. Et je pense que ce qu'on a vu quand même d'intéressant cette année, c'est que justement, on a dépassé le débat technologique, on est arrivé vraiment dans un sujet très politique finalement. Ah oui, je pense que... Parce qu'il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux économiques, parce qu'on voit quand même que c'est des gros marchés. Je rappelle, il y a une étude qui a été faite par KPMG, le marché du cloud en Europe, en 2025, va être plus grand que celui des télécoms. Donc ça montre aujourd'hui la taille de ces marchés. Mais c'est aussi un enjeu, on le voit bien, qui est un enjeu éthique. C'est tous les enjeux sur justement les données de santé, voire des enjeux géopolitiques. Là, on a vu pendant le zapping ce qui s'est passé avec TikTok, qui maîtrise les applications, qui maîtrise le stockage de ces données-là. Donc on voit bien que c'est pas qu'un enjeu technologique. Et c'est clair que nous, on a toujours appelé de nos voeux, comme le font les autres continents, à une prise de conscience politique, et donc qu'il y ait la bonne régulation qui soit adaptée à ça. Donc elle a eu lieu quand même cette conscience politique, mais est-ce que ça s'est concrétisé? Parce que je me souviens que je vous avais lancé sur Cédrico à l'époque, qui avait regretté finalement le retard du cloud français, et européen même. On en est où? On est toujours en retard? Non, moi je défends aujourd'hui que l'écosystème européen est capable de rivaliser, peut-être pas partout, mais dans le domaine du cloud, on a un écosystème, et pas que OVH Cloud. On est certes le leader européen aujourd'hui. On a aujourd'hui une taille qui est modeste par rapport aux grands, mais qui est grande à l'échelle européenne. Mais quand vous voyez l'ensemble de l'écosystème qui se passe aujourd'hui autour, dans les systèmes d'applicatifs SaaS, PaaS et IaaS, l'écosystème européen peut rivaliser. Peut-être pas sur tout, et c'est pour ça qu'il faut faire des bons partenariats intelligents, et donc on n'essaye pas de tout couvrir. Mais aujourd'hui, il faut arrêter cette espèce de vision comme quoi l'Europe a perdu les guerres, que c'est terminé, que... Je crois qu'il faut dépasser ça. Et c'est important que l'Europe se dote... Alors, il y a eu justement une annonce quand même gouvernementale de politique autour du cloud, de nouvelles doctrines du cloud. Et ce sera sans doute un sujet que j'aborderai d'ailleurs, parce que demain, je reçois Cédrico, le ministre donc, du numérique. Je voulais avancer sur cette question, puisque vous êtes aussi, avec OVH Cloud, un des membres fondateurs de GaiaX, qui est cette initiative justement pour de nouvelles règles autour du cloud européen. Donc OVH Cloud maintenant est
aussi membre du board, puisqu'il y a un board qui s'est créé. Comment ça avance, ce projet Gaia-X ? Écoutez, je pense que le projet Gaia-X avance plutôt bien, malgré le scepticisme un peu au départ, comme quoi, qu'est-ce que c'est encore ce truc et on sentait bien qu'il y avait quand même vraiment, voire même certains qui appuyaient sur la pédale de frein. Donc je pense que la détermination de l'ensemble des membres de Gaia-X et surtout le besoin des entreprises pour un cloud ouvert, réversible, transparent. Parce que c'est ça où il faut comprendre pourquoi Gaia-X, au début, était un peu sceptique, parce qu'on a dit, là encore, l'Europe a perdu la bataille et puis ça ne servira à rien. Mais en réalité, le besoin des entreprises, le besoin des services publics, mais aussi le besoin des citoyens, c'est d'avoir confiance dans où sont leurs données, comment sont gérées leurs données. Et donc, il semble impératif qu'il y ait une sorte de label qui, justement, va pouvoir clarifier et redonner la transparence totale sur ces domaines-là. C'est compliqué techniquement, et tout a été fait pour que ce soit un espèce de trou noir. Est-ce qu'on a des échéances concrètes là sur Gaia-X ? Nous, on a une échéance concrète sur laquelle il y a 2 échéances que je vois. Le premier, c'est tout ce qu'on appelle les policy rules. Je suis désolé de parler en anglais. Donc toutes les politiques, les règles, qui permettent de déterminer. Elles sont comment ça a été, définies, et elles vont être publiées. Et elles sont aujourd'hui disponibles pour justement créer une forme de confiance en disant respecter ces règles-là. Et comme les règles en interne, c'est-à-dire sur le groupe qui forme Gaia-X, ou les règles du cloud européen ? Non, les règles qu'on propose pour que le cloud européen D'accord. Et donc là-dessus, là, on est en cours de finalisation. Très bien, on est en finalisation. C'est public, donc il y a déjà des avancées. Et nous sommes en train de travailler avec T-Systems. Comme vous le savez, nous avons fait un accord de partenariat avec T-Systems pour faire les premières offres concrètes qui sont conformes aux règles, de policy rule de Gaia-X. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est uniquement vaporeux, c'est vraiment quelque chose qui est concret. Et on est très vigilant justement à faire en sorte que, dans le cadre de Gaia-X, on propose ces règles d'API ouvertes qui permettent justement d'avoir cette totale transparence sur ces technologies qui sont parfois bien complexes. Benoît Grossman, Michel Paulin parle des attentes des entreprises d'avoir ce cloud de confiance et un accès plus transparent à l'ensemble du marché. Vous confirmez que Gaia-X est très attendu du côté de l'écosystème ? Bien sûr, on a besoin de toute cette initiative. Et comme le dit Michel, il faut beaucoup pêcher par optimisme. Beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on peut tirer de ce qui a été fait. C'est compliqué de s'y retrouver sur le marché actuellement et de faire ses choix de prestations. Toujours un petit peu compliqué, forcément, mais il y a plein de choses à faire. On est sur la bonne voie. Moi, je suis très positif. Bon, alors, dans l'année et dans l'actualité d'OVH Cloud, puisqu'on prend aussi des nouvelles de votre entreprise en même temps, il y a eu cet incendie à Strasbourg. Oui. Donc ça, c'est arrivé en mars, le 10 mars. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation actuelle ? L'incendie de Strasbourg a été une épreuve et un choc. D'abord pour nos clients, on s'en excuse, vraiment, je pense que c'est ça le plus important. Mais en même temps, on s'est totalement mobilisé pour rétablir les 120 000 services qui avaient été affectés par cet incendie. Et donc, et là, je remercie vraiment les équipes d'OVH Cloud, mais aussi l'ensemble de l'écosystème qui nous a soutenus, puisque on a construit 16 000 serveurs en quelques semaines, on a rétabli 120 000 services. Et on peut dire qu'aujourd'hui, et je ne suis pas en train de dire que la totalité de tous les clients est réglée de manière identique à ce qu'ils avaient avant, mais en tout cas, on a réglé la majeure partie de l'ensemble des incidents qu'il y avait suite à cette... Ça a créé comme un choc, c'est une sorte de prise de confiance de la fragilité aussi parfois du système. Alors, je pense qu'il faut en tirer les enseignements par rapport à ça, sachant que, vous avez vu, là, il y a encore une semaine, il y a eu aussi une panne qui a affecté sur le CDN. Donc, on voit bien qu'il faut en tirer les enseignements. Et nous, au OVH Cloud, on a pris un certain nombre d'engagements. Le premier, c'est que quand les conclusions des experts seront données, on les publiera pour qu'il y ait une totale transparence de ce qui s'est passé, comment ça s'est arrivé. Parce que l'enquête est toujours en cours. Est toujours en cours. Alors, malheureusement, les calendriers de ces enquêtes-là n'est pas celle que je souhaiterais, mais bon, c'est pas moi qui décide et c'est les experts qui décident. Et la deuxième chose que l'on en tire, c'est déjà présent. Nous en tirons tous les enseignements pour modifier, si de besoin, l'ensemble des architectures de nos data centers, mais surtout, et ça a surtout posé ces questions-là, toutes les notions de backup, de plan de reprise d'activité, qui sont plutôt des choses logicielles, soft, et sur lequel on a... Mais ça, il y avait déjà quand même cette notion de résilience qui existait. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que parce que c'était dans le cloud, c'était forcément
facile à atteindre, mais c'est plus complexe que ça. Et donc ces notions de backup, Octave, le fondateur d'OVH Cloud, a annoncé que nous allons nous mettre en place des backups, des snapshots, ce qu'on appelle dans le jargon, automatiquement dans l'ensemble de nos offres. Il faut aussi comprendre que ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez un disque dur à côté de votre PC que tout votre PC va fonctionner. Donc il faut aussi qu'il y ait l'assistance, et on va beaucoup insister, nous, beaucoup travailler pour aider nos clients avec des partenaires. Là, on parle bien d'écosystème, pour qu'ils fassent une analyse de ce que c'est qu'un plan de reprise d'activité quand justement un CDN tombe, quand un serveur est indisponible, parce que c'est pas le cloud, c'est pas quelque chose qui est virtuel. Tout ça derrière, c'est du physique. On ne peut pas entièrement se reposer sur son prestataire cloud, en fait. Il faut que l'entreprise elle-même ait une stratégie de retour à la normale de son activité en cas de panne. On a toujours milité pour que ce soit du multi-cloud, ce qu'on appelle le multi-cloud. C'est-à-dire que je pense que de sous-traiter à un seul prestataire de cloud est toujours un risque, quel qu'il soit. Ouais. Que ce soit un risque financier ou que ce soit un risque technique. Donc les stratégies multi-cloud sont pour nous les meilleures stratégies à long terme. En revanche, je pense qu'il faut aussi que les opérateurs cloud proposent des solutions, et c'est ce que nous ferons, ce que nous avons commencé à faire. Et d'ailleurs, les nouveaux data centers, et nous sommes en train de construire un nouveau data center sur le site de Strasbourg, ce qu'on appelle le SBG5, sera sur les nouvelles normes que nous sommes en train d'implémenter. Alors on termine avec la confirmation, c'est pas tellement une annonce, c'est une confirmation de projet d'introduction en bourse d'OVH Cloud. Donc ça a été confirmé le 14 juin, donc c'était il y a 2 jours, et cette IPO se ferait à la fin de l'année, c'est ça? Tout à fait. Quelle est l'ambition? Écoutez, aujourd'hui OVH Cloud a eu la chance d'être dans le top 10 mondial. Nous sommes malheureusement le seul européen. Nous sommes en croissance de 20% depuis maintenant 10 ans. Et on voit bien quand même que, comme je le disais, la taille du marché nécessite des investissements, nécessite donc une accélération de cette croissance. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé... c'est pour aller chercher quoi? Des nouveaux marchés, des nouveaux clients, proposer de nouvelles offres? Trois ambitions à travers cette introduction en bourse. Le premier, c'est bien entendu attaquer des nouveaux marchés. Nous sommes un acteur européen, mais on a une capacité aujourd'hui mondiale. C'est-à-dire qu'on a des data centers en Asie, on a des data centers en Amérique du Nord en particulier. On est en train d'ouvrir l'Inde. Et donc, oui, on veut offrir à nos clients mondiaux, mais en particulier européens, la capacité d'avoir les mêmes offres partout dans le monde. Mais également, c'est de développer nos offres, d'accélérer la R&D. On fait beaucoup de R&D, on a des centaines de développeurs aujourd'hui chez OVH Cloud, et donc on veut continuer, on veut poursuivre et être capable de le faire. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on sait bien que quand on est sur le marché avec une IPO, il y a une visibilité sur les marchés qui nous permettent, je pense, d'asseoir notre croissance. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est l'accélération de la croissance. Et le dernier, bien entendu, on l'a déjà fait l'année dernière, on a fait 2 acquisitions cette année, durant l'été, c'est de pouvoir éventuellement faire des acquisitions ciblées pour pouvoir, là aussi, de nouveaux territoires, combler un certain nombre de points techniques ou technologiques sur lesquels on ira plus vite en faisant des acquisitions. Donc c'est ça l'ambition de l'introduction en bourse, accélérer notre croissance et être capable d'affirmer notre leadership aujourd'hui européen. Bon, très bien, on suivra ça avec vous, j'espère que vous reviendrez sur notre plateau. C'est pas parce que vous êtes venu il y a 1 an et maintenant qu'il faut s'arrêter. Benoît Grossman, alors vous étiez à l'époque, le 16 juin 2020, vice-président, je crois, de France Digital. Non, j'étais déjà coprésident à l'époque. Coprésident, alors autant pour moi. Ok, très bien. Et vous étiez avec notre consultant du jour, Sébastien Maillot-Bibé, qui est avec nous en visio pour répondre à cette interrogation. Est-ce que la crise Covid-19 a profité ou pas aux acteurs du numérique? Alors, on pensait à l'époque que c'était plutôt derrière nous, on s'est aperçu que finalement ça durait. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, l'état des lieux, déjà, si je fais une réflexion un petit peu plus macro, cette crise qu'on est en train de vivre, qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, c'est la première fois dans l'histoire des crises que c'est une crise qui est non darwinienne. Je m'explique, habituellement, quand il y a une crise, il y a les boîtes qui s'en sortent et les boîtes qui ne s'en sortent pas. Celles qui s'en sortent, c'est celles qui ont un bon management, un bon produit, des bons ingénieurs, une trésorerie abondante, des nouveaux marchés. Et ceux qui ne s'en sortent pas, c'est les autres. Là, c'est la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'une belle boîte qui existe depuis de très nombreuses années, qui est dans l'hôtellerie, la restauration, le transport aérien ou les événements B2B, on leur explique, c'est vraiment pas de chance. Et puis il y a les autres qui ont pu en bénéficier, notamment tous les acteurs du numérique. Alors on l'a tous mérité, on a tous bossé, mais il y a vraiment une dissymétrie, c'est-à-dire que les acteurs du numérique en ont profité de manière
malheureusement de très forte manière. Et on voit d'ailleurs les valorisations... Donc les nouveaux usages qui se sont instantanément dématérialisés. On s'est aperçu bien sûr que le numérique était complètement adapté au Covid pour des raisons évidentes, parce que tous les commerces étaient fermés, donc il y a eu un essor du e-commerce. On s'est aperçu. Mais il a fallu s'adapter aussi à cette demande qui a été soudaine, et tout le monde n'a pas réussi à le faire. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a très bien surmonté cette passage-là. Toutes les sociétés en plus du numérique sont par définition qui peuvent basculer très facilement en télétravail et tout. Donc ce sont les grands gagnants. D'ailleurs, on le voit sur les différentes valorisations. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je dis toujours qu'aujourd'hui, il y a une inflation galopante dans les marchés, avec tout l'argent qui est imprimé par la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Fed ou la Bank of England. Sauf que cette inflation galopante, elle n'est pas mesurée dans les indices classiques d'inflation. Il n'y a pas d'inflation sur les salaires, il n'y a pas d'inflation sur les prix, les restaurants, le taxi n'augmentent pas. Par contre, il y a une inflation galopante sur les actifs de qualité. Les actifs de qualité, c'est les actifs tech, cotés ou non cotés, que ce soit la bourse américaine ou les sociétés non cotées qui sont détenues par du private equity ou du capital risque classique, ainsi que les actifs immobiliers de qualité. Voilà. Et on prend juste un exemple. Apple a mis 40 ans pour passer de 0 à 1000 milliards de capitalisation, et pour passer de 1000 milliards à 2000 milliards, 3 mois. Alors, à l'époque, vous m'aviez parlé de propositions de relance qui étaient faites par France Digital. Vous vouliez que l'État joue un rôle de financement fort sur les entreprises innovantes. Est-ce que ça a été suivi ? Ça a été clairement suivi. On a le fort soutien de nos dirigeants. Moi, je me félicite tous les jours de co-diriger une association qui a un tel support de nos instances dirigeantes. On est très contents. On a été reçus hier avec Michel. On était reçus à l'Élysée où on a présenté au président Macron toutes les mesures qu'on estime être bonnes pour la tech française et européenne. Entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle la fameuse initiative Tibi. C'est un engagement de place qui a été bien sûr fortement poussé par nos dirigeants, notamment par Cédrico, que je remercie chaleureusement, où les assureurs, les 23 assureurs de la place, se sont engagés à investir collectivement 6 milliards d'euros dans la classe d'actifs du technologique, que ce soit le tech coté ou le tech non coté. Et cette initiative a été lancée en septembre 2019. Et un an et demi après, on s'aperçoit que c'est un vrai succès. Je crois que 3,5 milliards ont déjà été investis par des assureurs qui ont généré des fonds d'une taille totale de 20 milliards. Et l'objectif, c'est maintenant de passer de 20 à 30 milliards. Alors, on va donner la parole à notre consultant, qui était le consultant du jour, Sébastien Maillot-Bibé. Comment ça s'est passé ? Comment vos clients chez Verton ont traversé cette crise 2020 ? Alors, ça a été... bonjour à tous déjà, bon anniversaire, et à Bismart, disons-le. Alors, moi, je suis plutôt spécialisé dans les services financiers. Je vais rebondir sur ce que vient de dire notre interlocuteur. Évidemment, le numérique a progressé. Et évidemment, moi, tous mes clients, que ce soit les banquiers ou les assureurs, partent du principe aujourd'hui que le numérique va encore plus accélérer dans leur métier. Parce qu'il faut être tout à fait clair, ils se sont aperçus, nos banquiers et nos assureurs, qu'ils ont fait peu ou prou le même business sans les agences, avec les conseillers, mais sans les agences. Et du coup, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment j'organise la relation à distance avec mes clients et quelle technologie numérique j'y mets derrière. Donc ça, nous, on a vu une vraie accélération et on la voit encore aujourd'hui. On est de plus en plus sollicités sur le sujet. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les clients de mes clients sont tous passés aussi au numérique, que ce soit les particuliers, mais aussi les pros qui ont découvert qu'ils n'étaient absolument pas protégés et que si vous voulez s'en sortir parce qu'ils étaient fermés de manière administrative, il fallait qu'ils se mettent au numérique. Donc il y a beaucoup de petits pros qui ont basculé sur le numérique avec le click and collect, les restaurants, etc., etc. Et ça, c'est une tendance de fond que l'on voit de manière très forte. Donc la plupart ont résisté, peu ou prou, en tout cas je parle de mes clients. Ils ont même fait pour certains de belles années, mais ils savent aujourd'hui qu'il y a eu une vraie transformation de leur métier, qu'il va falloir se transformer, innover, repenser la relation client et accélérer sur les technologies numériques. Voilà, moi c'est ce que je vois depuis un an. Et chez les consultants, alors, puisqu'on prend des nouvelles de chacun, ça a bougé aussi dans votre secteur, sur votre métier, ça a changé des choses ? Alors, ça bouge beaucoup. On est en train de voir d'ailleurs une concentration là du marché, puisque des très gros acteurs, d'ailleurs très technologiques, comme Accenture ou
OnePoint sont en train de vouloir acheter des cabinets de conseil un peu comme Verton, c'est-à-dire très spécialisés sur les métiers. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai jamais été aussi sollicité et chassé que sur les 6 derniers mois. Donc, c'est très bien parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. Ça m'a permis de faire un benchmark de tous mes concurrents. Et puis, nous, notre vrai défi aujourd'hui, c'est que on a des jeunes consultants, puisqu'on a une moyenne d'âge de 26-27 ans, donc on a une population de salariés qui est jeune, qui a été très touchée de manière, j'allais dire, charnelle et émotionnelle dans leur vie et dans leur métier. Ça nous pousse à nous repenser, nous, pour entretenir une relation à distance, parce que le télétravail s'est très clairement imposé dans le métier du conseil. Et on a toute cette nouvelle génération qui, après la pandémie, fait des choix qui sont totalement différents de ce qu'ils avaient fait avant. Donc on a un certain nombre de consultants qui nous quittent, alors, pas pour partir à la concurrence, mais pour complètement réinventer leur vie et surtout partir en province. Ouais, oui, c'est ça. Bon, ça ne fait pas baisser les prix de l'immobilier à Paris, hein, cela dit. Bon, on va passer au sujet biomimétisme. Alors, on a essayé de faire de l'évangélisation dans Smartech sur ce thème, donc des technologies bio-inspirées. J'ai proposé à Sydney Rostand de venir pour la première édition nous présenter ce qu'était le biomimétisme. Et puis, finalement, il est venu, il s'est installé. Il est là tous les 15 jours. Sydney, bonjour. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a participé ensemble à davantage démocratiser le recours au biomimétisme et à la technologie bio-inspirée ? Totalement, c'est très important de le souligner. Il y a un an et demi, j'étais très frustré en fait par le traitement médiatique qui était fait par le biomimétisme, qui est un sujet qui est confidentiel, qui est très farfelu, qui peut paraître farfelu justement, qui est pas du tout aussi traité et aussi hype que le digital, que la blockchain, j'en passe et des meilleurs. Et donc forcément, moi, cette frustration que je ressentais, je savais pas forcément la résoudre. Et c'est pour ça que j'ai une très grande affection pour Bismart, qui a fait ce choix un peu audacieux, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le dis à qui veut l'entendre, que il y a une fidélité entre votre slogan et le comportement qui a été le vôtre, de pouvoir laisser la chance au biomimétisme et d'offrir cette belle tribune. Et en toute franchise, ça nous a été utile dans la mesure où on a eu une meilleure visibilité. Ça a convaincu aussi certains de nos prospects, certains de nos clients. Donc merci beaucoup Delphine, merci à vous et votre équipe, et merci à la rédaction de Bismart. Bon, super, on est ravis, Sydney, ça se passe très bien pour Bioxégie, c'est super. Merci encore à vous d'être là au rendez-vous. Vous étiez là au premier jour et vous êtes là encore pour fêter les 1 an. Et l'année prochaine, super. Dans mon agenda. Parfait, on prend rendez-vous. Merci à tous. Juste après la pause, on retrouve Cécilia Sévry. Elle va nous reparler d'une innovation qui a pas mal évolué. Vous regardez Smartech et c'est l'émission anniversaire. Cécilia Sévry m'a rejoint pour l'occasion. Il y a 1 an, bonjour Cécilia. Bonjour. Il y a 1 an, on s'était posé cette question, qui réussira à créer le premier ordinateur quantique parfait ? Oui, et qui révolutionnera finalement l'informatique en proposant une puissance de calcul capable de résoudre des problèmes aujourd'hui absolument insolubles. On s'est posé la question, vous l'avez dit, précisément en novembre dernier, quand je vous ai présenté une start-up française qui s'appelle Alice et Bob. C'est une start-up incubée chez Pulsalis, accélérateur deep tech, qui tente avec ses moyens de révolutionner tout simplement le calcul quantique en réglant un des plus gros problèmes qui s'oppose aujourd'hui à l'éclosion de cette technologie, c'est la correction d'erreurs. En fait, elle intègre dans un système qu'elle prépare, cette start-up, un système de stabilisation qui va permettre une correction autonome directement à la source. Et alors, depuis que vous nous en aviez parlé, comment se porte la start-up en question ? Il s'est passé beaucoup de choses, de grandes choses même. D'abord, il y a eu une publication scientifique, c'est très important. Raphaël Lescan, associé d'Alice et Bob, a publié fin d'année 2020, juste après en fait qu'on en ait parlé ensemble, un article dans Nature Physics qui a démontré tout l'intérêt de leur technologie. Un article pionnier qui a permis à cette start-up de passer de curiosité académique à solution véritablement prometteuse, si prometteuse d'ailleurs qu'elle a inspiré un géant de la tech. Ah, lequel ?
Amazon, parce que vous le savez, Amazon, depuis quelques mois, a décidé de rattraper son retard dans le développement et la recherche quantique. Donc Jeff Bezos est en train de monter une équipe pour s'attaquer à ce problème-là, et ils ont décidé de s'y attaquer pas n'importe comment, en copiant le même système, la même approche qu'Alice et Bob. Alors rappelez-nous en quoi consiste cette approche. ça nous fera pas de mal. Ouais. un petit rappel, c'est une technologie qui va permettre donc de stabiliser l'état du qubit, parce que vous le savez, en quantique, le qubit remplace le bit, le 1 et le 0 peuvent être à la fois 1 et 0, puisque ce sont des atomes, et qu'en physique quantique, les atomes peuvent être dans 2 états à la fois. Donc en fait, ici, pour décrire la technologie, les fondateurs, par exemple, ils utilisent une comparaison. Ils comparent ça à la machine à vapeur en disant qu'ils ont créé l'équivalent quantique du régulateur de Watts. Il s'agit là, effectivement, de réguler le changement d'état du qubit. Et cette technologie, cette approche, en tout cas, c'est complètement... Elle bouleverse complètement la recherche dans le quantique, et ça fonctionne puisque le taux d'erreur est descendu à 300 avec le prototype. Et donc, Amazon veut faire la même chose. Il y a quelques mois, ils ont publié une étude pour montrer les travaux qu'ils allaient mettre en œuvre pour l'ordinateur quantique Amazon de demain. Et coup sur coup, ils citent Alice et Bob. C'est véritablement du copier-coller. En fait, d'ailleurs, ils les citent réellement. Ils citent l'article Nature Physics qui a été publié. Et donc ça veut dire deux choses pour cette start-up française prometteuse. Ça veut dire d'abord qu'ils sont reconnus avec l'article et par un géant de la tech qui a une ambition très sérieuse, même s'ils commencent et qu'ils ont beaucoup de retard à rattraper. Mais ça veut dire aussi qu'Alice et Bob est directement aujourd'hui concurrent d'un géant de la tech. Donc il va falloir tenir cette place, ça ne va pas être évident. Peut-être avec plus de moyens financiers, évidemment, la question se pose. Alors à ce sujet, le CIO de l'entreprise, Théo Perronin, dit qu'il est quand même assez serein parce qu'ils ont les équipes scientifiques, ils sont les pionniers de cette technologie, mais il a surtout conclu en disant, et ce sera ma conclusion à moi aussi, que créer un qubit parfait, c'est une véritable aventure technologique digne d'un prix Nobel qui nécessite bien plus que des poches pleines. La véritable barrière à l'entrée, ce sont les talents. Magnifique. C'est pas mal. Cécilia, vous restez avec moi. On va terminer cette édition spéciale pour nos 1 an avec un rendez-vous surprise préparé par les chroniqueurs. Dans la séquence rendez-vous, on retrouve chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois des chroniqueurs. Alors des chroniqueurs sont surtout des spécialistes, des experts qui m'ont suivi dans cette aventure Smartech depuis 1 an. Parfois d'autres sont arrivés un petit peu plus en cours de route. En tout cas, ils ont cette générosité de partager avec nous leur expertise, de nous faire découvrir d'un regard différent et un peu plus de l'intérieur des sujets comme ceux du logiciel libre ou encore du jeu, du mobile, jusqu'à des originalités comme le gentleman numérique. Alors Juliette Denoyel, qui m'a rejointe aussi pendant cette aventure et est devenue une proche collaboratrice, a proposé déjà à l'ensemble de ses chroniqueurs fidèles de réaliser une vidéo pour l'anniversaire de Smartech, et elle s'est arrangée pour que je ne la voie pas. Donc c'est une vidéo surprise que nous allons découvrir ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Bismart. Joyeux anniversaire. Morissette et le gentleman numérique souhaitent un joyeux anniversaire à Smartech. Bien voilà, j'ai choisi un format vertical avec mon smartphone sur mobile pour souhaiter un bon anniversaire à Bismart, déjà 1 an. Et cette chaîne s'est clairement imposée dans le paysage médiatique français. Et je lui souhaite évidemment tous mes vœux de réussite pour marquer l'univers des médias dans les prochaines années. Et je suis très content de faire partie de cette aventure depuis déjà 1 an. Merci à Delphine, merci Juliette, merci à toute l'équipe de Bismart. Bon anniversaire. 1 an déjà passé à faire vivre la technologie et les sciences dans le cœur des auditeurs et des auditrices. Joyeux anniversaire Smartech. Joyeux anniversaire Smartech. Un petit coucou, un peu moins formel que d'habitude, pour sincèrement remercier Bismart, Delphine Sabatier et ses équipes pour cette super émission. Elle apporte un éclairage quotidien sur le monde de la tech et permet, via ses chroniques mensuelles, d'approfondir des sujets importants.
Nous concernant, à Privoni, nous sommes ravis de partager notre expertise et d'aider et de sensibiliser les téléspectateurs à la protection des données personnelles. Encore une fois, merci beaucoup et nous serons ravis de poursuivre cette aventure avec vous. À très bientôt et portez-vous bien. Waouh, 1 an d'audace, ça se fête. Bon anniversaire à Smartech. Merci à Delphine et à toutes les équipes de mettre en valeur de belles aventures entrepreneuriales et des innovations aussi farfelues les unes que les autres. Merci aussi de faire confiance à Bioxégie et de donner une belle plateforme de visibilité au biomimétisme. À très vite. Eh bien, joyeux anniversaire Smartech. N'oublie pas, on disrupte d'autant plus facilement qu'on est encore tout jeune. Je te souhaite une excellente 2e année et je suis des vôtres. Joyeux anniversaire Smartech. Je vous envoie plein de bonnes ondes 5G. Hello Smartech, bon anniversaire. Alors je vous épargne la chanson, mais je voulais vous remercier. Merci à tous de nous avoir donné du temps sur cette antenne, sur cette chaîne. Merci à Delphine Sabatier. Ça fait 1 an que vous découvrez le rendez-vous espace tous les vendredis sur Smartech. 1 an qu'on voyage dans l'espace, qu'on va sur Mars, qu'on a fait des spéciales. C'était génial. Alors a priori, j'ai pas été sélectionnée pour partir sur la Lune dans quelques années, donc je devrais rester avec vous, si vous voulez bien de moi, pour parler encore d'espace, mais aussi d'innovation. Et merci de nous suivre, merci à Delphine, merci à tout le monde, merci à la production, et à l'année prochaine. Salut l'équipe Smartech, un très joyeux anniversaire, joyeux 1 an, ravi de pouvoir être avec vous de temps en temps pour vous partager ce qui se passe, les coulisses, dans ce bel endroit qui est stationné juste derrière moi. À très vite. Joyeux anniversaire à Smartech et au monde du libre, et tous mes vœux pour 1 année de plus de succès sur Bismart TV. Bonjour tout le monde, bonjour Bismart, bonjour Smartech, joyeux anniversaire, 1 an, merci de votre confiance à venir suivre ma chronique, et puis les petits secrets que vous ne voyez pas quand je suis avec Delphine et avec vous dans le petit écran. Joyeux anniversaire. Smartech, pour tes 1 an, je vais te jouer quelque chose, mais pas avec ça. Bon anniversaire Smartech. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Smartech. Joyeux anniversaire Smartech. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire Smartech. Et à l'année prochaine. Waouh, super, vraiment. Merci beaucoup. Merci Juliette de m'avoir gardé cette surprise et d'avoir fait ce montage. Il est top. Vraiment, merci Juliette de Noyelles. Et puis, on va quand même redonner les noms de ces chroniqueurs géniaux qui sont dans Smartech. Guillaume Monteux, Marouane Elfites, Jérôme Bouteiller, Damien Banca, Sidney Rostand, David Bitton, Hervé Lejouan, Mathieu Bourgeois, Cédric Villani, Jean-Paul Smets, Alain Staron, Frédéric Rebet, Stéphane Panetra. Alors, ils n'étaient pas forcément tous présents. Il y en a certains que j'ai cités qu'on n'a pas vus à l'image parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer leur petite vidéo. Mais je les aime tous. Voilà, merci beaucoup. Smartech, c'est 30 invités par semaine. C'est une 20aine de sujets qu'on traite, et je ne compte pas les sujets qu'on traite dans les débriefs hebdo. Voilà, c'est 14, donc rendez-vous régulier et ça continue. Merci à tous de nous suivre et de votre fidélité. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique. On se retrouve demain pour une autre émission événement puisqu'on reçoit le ministre du numérique, Cédric O.